en Donc, finalement, dernièrement, en 2022, nous avions décidé de réactualiser cette étude. La première étude était plutôt centrée sur la Bourgogne. Donc là, on a décidé d'élargir sur le bassin d'emploi complet de Bourgogne et de Franche-Comté. Et pour ça, on s'est appuyé sur un certain nombre d'acteurs que je remercie très chaudement. Mais effectivement, on va trouver donc, bien entendu, nos collègues de PMT, l'Agence de développement économique Nord-Franche-Comté, l'Agence économique régionale, les OPCO2I. Donc, et on a confié à Creative, qui a les compétences pour ce faire, de réaliser cette enquête que Mario de Creative va vous présenter. Donc, nous allons très assidûment les pouvoir les écouter et donc de vous partager ce qui ressort de cette étude que l'on pense effectivement assez précise, exhaustive et représentative de l'ensemble du bassin régional en matière d'industrie de santé. Peut-être, Océane, voulez-vous compléter cette introduction? Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression que ma caméra ne fonctionne pas. Je... Tout fonctionne. Tout est Est-ce que bon, vous Si on te on t'entend, voit, on te voit. ouais. Ah, ah, bah, d'accord. Bon, bah, moi, je m'entends, mais je ne me vois pas. Excusez-moi, 2 secondes. Excusez-moi. Bien, merci à vous, monsieur Alexandre. Merci à vous toutes et tous qui êtes connectés. Je voudrais remercier tout d'abord les équipes de BF Care et de Creative. Et vous... Attendez, excusez-moi, il y a un bruit autour, là, excusez-moi. Excusez-moi, on va y arriver. Bien, en tout cas, vous remercier pour tout le travail qui est fait, effectivement, et revenir peut-être quelques instants déjà, sur ce que représente Creative et pour la métropole et dans ce travail précisément sur les industries de santé. Tout d'abord, Creative est une association et le bras armé de la métropole dijonnaise sur les questions d'emploi et de compétences. Et effectivement, à travers notamment une de ces offres de services et le lab compétences en l'occurrence que porte Creative. L'enjeu étant de mieux comprendre les évolutions des filières sur notre territoire, des filières économiques qui sont structurantes pour nos territoires. On parle beaucoup d'évolution des métiers, d'évolution des compétences, pardon du terme un petit peu technocratique, mais de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences aussi. Et c'est vrai que depuis 2017, finalement, si ma mémoire est bonne, nous avons travaillé sur les industries de santé notamment, et avec BF Care en particulier, pour mieux comprendre justement de quoi on parle très précisément quand on parle des évolutions des métiers, quel est l'impact sur la filière, sur les métiers, sur les formations, du coup, comment est-ce qu'on fait évoluer aussi tout le système de formation. Et c'est vraiment l'enjeu de ce qui va vous être présenté d'ici un instant. Et je voudrais terminer par là, mais témoigner en tout cas de toute l'importance, en tout cas, que sont et que représentent les industries de santé pour notre territoire métropolitain. Monsieur Alexandre l'a dit, a fortiori pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc, encore une fois, un grand merci aux équipes qui travaillent sur cette enquête, ce dossier très, très important, effectivement, pour bien accompagner, mieux accompagner les industries de santé du point de vue des compétences et de l'emploi. Merci Océane. Et du coup, Mario Orva, je vais prendre le relais et vous présenter donc les résultats de l'étude. Donc déjà, c'est une grande joie pour moi de vous partager les résultats de cette étude aujourd'hui. En tant que chargé de projet, c'est une démarche très intéressante parce qu'elle m'a permis vraiment de rencontrer de nombreux acteurs avec chacun
leurs spécificités. Je remercie également les partenaires qui ont déjà été cités parce qu'ils ont vraiment contribué en tout cas à mettre en place cette dynamique et du coup voilà, de faciliter ce travail d'investigation qui a pu être mené. L'objectif de l'état des lieux, il était clair, c'était capturer l'instant présent, qualifier un petit peu les ressentis de chacun sur les tendances, les évolutions de la filière, à la différence d'une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et compétences territoriales qui est souvent plus longue, plus étendue. Là, on a une approche plus concise et plus rapidement concentrée dans le temps, tout en veillant quand même à préserver la profondeur nécessaire pour avoir des résultats probants. Donc voilà, aujourd'hui, vont vous être présentés les résultats concrets de cette étude. C'est une opportunité de réflexion aussi commune sur les enjeux qu'on a découverts. Voilà, quelques derniers points de cadrage, c'est l'ensemble des livrables. Donc, il y a à la fois le support qui vous est présenté actuellement, une infographie et une note d'analyse qui est plus complète, qui pourront vous être envoyées par mail suite au webinaire, mais que vous pourrez également retrouver sur le site du Hub et du pôle BFCare. Donc voilà, au niveau des questions, voilà, vous pouvez utiliser le chat pour les questions et on gardera un temps en fin de présentation justement pour avoir justement ce temps d'échange ensemble. Merci à chacun pour votre présence et votre contribution et on est parti pour un petit temps de présentation. Un petit temps de présentation, en tout cas, qui va se dérouler en 5 étapes. Je vais être assez synthétique, le temps avançant rapidement sur les 2 premiers points qui concernent le contexte et l'organisation de l'étude, notamment parce que c'est des éléments que vous retrouverez dans la note d'analyse. Donc voilà, je vais tâcher d'accorder plus de temps sur les 3 points suivants, notamment l'analyse des résultats, la synthèse. Et voilà, je tente pour garder ce temps un petit peu d'échange entre nous à la fin. Donc un petit rappel du contexte, très rapide. On en a déjà un petit peu parlé, mais voilà, en fait, il y avait une démarche de GPECT qui avait été menée en 2017, notamment avec le pôle BFCare et Creative sur les industries de santé, qui avait été à l'époque uniquement à l'échelle de la Bourgogne et qui avait notamment permis la mise en place du Hub emploi et compétences des industries de santé, donc une initiative partenariale sur le territoire qui regroupe à la fois des institutionnels, des organismes de formation et des acteurs comme Creative et le pôle BFCare, et qui a pour mission d'observer les évolutions du secteur, de faire le lien avec l'offre de formation, donc ce qui rentre complètement dans le champ de cet état des lieux, mais aussi voilà, de faire connaître les métiers de la filière justement au public via des actions de promotion. En 2022, donc plus récemment, le pôle BFCare a sollicité Creative afin justement de réaliser cette fois-ci un état des lieux emploi et compétences qui permettent à la fois voilà, de mesurer les évolutions sur certains axes, mais également l'objectif c'était de l'étendre à l'ensemble de la Bourgogne, à la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, voilà, l'ensemble des investigations a été mené de janvier à juillet 2023 avec tout un travail voilà, de synthèse par la suite. Les acteurs, voilà, donc le pôle BFCare a été initiateur et financeur de l'action qui a été réalisée par Creative et moi-même. Et donc, plusieurs acteurs emblématiques de la filière ont été mobilisés. Le PMT Santé, le Cluster TIS, Technologies innovantes en santé de Nord-Franche-Comté, l'OPCO2I et l'Agence économique régionale, afin justement de construire le listing d'entreprises à investiguer, de les mobiliser également, parce que c'est eux qui les connaissent le mieux. Et tout au long de la démarche, voilà, les partenaires ont été justement les interlocuteurs des entreprises, à la fois pour la complétude des questionnaires, pour la prise de rendez-vous, mais aussi sur les moments de relance. Donc voilà, je les remercie pour ça. Quand on parle de l'industrie de santé en Bourgogne-Franche-Comté, je vais passer très rapidement là-dessus, mais c'est important quand même d'avoir ça en tête. On entend par industrie de santé, en tout cas, l'ensemble des entreprises qui concourent à la santé des Français, soit parce qu'elles développent des médicaments ou des technologies médicales qui permettent de soigner ou soulager les patients et qui permettent d'aider les professionnels de santé à soigner ou à diagnostiquer les maladies ou les pathologies. Donc, c'est un secteur extrêmement varié qui recouvre plus de 150 métiers dans 7 grands domaines d'activité. On retrouve voilà, la recherche et développement, la production et logistique, la qualité, l'environnement, hygiène, sécurité, la réglementation. Et ensuite, voilà, des fonctions plus support comme l'informatique, la commercialisation ou l'ensemble des fonctions support inhérentes à chaque entreprise. On a catégorisé ces entreprises-là dans 3 univers. Donc voilà, vous m'entendrez souvent parler d'univers 1, univers 2, univers 3. L'univers 1, chimie fine, pharmaceutique, cosmétique, il est principalement composé d'entreprises sous-traitantes qui sont axées sur la production de principes actifs, de médicaments, sous toute forme.
Ça peut également des produits cosmétiques ou de bien-être. L'univers 2 regroupe les entreprises de technologie médicale, donc qui inclut également tout ce qui est dispositif médical ou les solutions d'e-santé, donc des solutions qui sont à destination, encore une fois, des patients ou des professionnels de santé. Et enfin, pardon, j'étais un peu vite, l'univers 3, donc le service et innovation en sciences de la vie, bioproduction, qui regroupe l'ensemble des entreprises axées sur la recherche, le développement, le diagnostic, les essais précliniques et cliniques obligatoires, notamment en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché pour les nouveaux médicaments ou nouveaux dispositifs médicaux. L'organisation de l'étude, la méthodologie. Donc, comme je disais, voilà, on a démarré en janvier 2023, où on s'est mis d'accord sur les objectifs, qu'est-ce qu'on voulait en tout cas interroger à travers cet état des lieux. On a construit le listing ensemble. Et le choix a été fait avec le pôle BFCare d'avoir 2 méthodes pour le recueil d'informations. La première, c'est une enquête quantitative via un Google Form qui a été envoyé à l'ensemble des entreprises. L'idée, c'était plutôt d'obtenir ici des statistiques, des tendances. Voilà, les chiffres, ça parle souvent. Donc, voilà, on voulait avoir du chiffre. Et puis, d'avoir aussi également un recueil d'informations via des entretiens d'approfondissement pour des informations un petit peu plus qualitatives, voilà, qui permettaient d'aller plus loin dans les échanges, qui permettaient justement d'expliquer les statistiques et de les comprendre. Donc voilà, il y a eu également un travail de bibliographie pour confronter justement ces chiffres avec des infos, des articles, des études qui ont été réalisées par des acteurs comme le LEM, le SNITEM, qui ont conduit des études auprès d'entreprises de leur branche ou même encore l'AER, donc voilà, qui ont permis d'avoir ces résultats-là. Donc l'enquête quantitative dont je vous parlais, le fameux Google Form, il a été envoyé à 232 entreprises. Donc qui avaient été identifiés par les partenaires et le pôle BFCare. Donc pour figurer dans ce listing, les entreprises devaient avoir un chiffre d'affaires dédié à la santé d'au moins 25%, pour qu'elles soient considérées comme relevant de l'industrie de santé. Alors soit actuellement, soit en prévision dans les prochaines années pour celles qui avaient des projets de développement. Et du coup, on observe voilà, le listing, en tout cas, si on le répartit par univers et par univers, déjà dans un premier temps, pardon, 2 tiers des entreprises, quasiment 64%, appartiennent à l'univers 2, donc des technologies médicales et e-santé. Et ensuite, voilà, plutôt équilibré sur l'univers chimie fine, pharmaceutique et services et innovation en sciences de la vie. Et on avait quelques autres entreprises qui ne rentraient pas dans un des 3 univers, mais qui étaient intéressants aussi d'interroger. Donc, c'était des entreprises voilà, qui étaient plutôt spécialisées en audit, en conseil ou en formation. Côté territoire, on voit voilà, que la Côte d'Or et le Doubs concentrent à eux seuls 70% des entreprises. Et puis, vous pouvez voir ici la répartition sur l'ensemble des autres départements. Les retours sur cette enquête, donc on a enregistré 47 réponses, soit un taux de retour de 20%, donc ce qui est intéressant en tout cas pour pouvoir dégager déjà des tendances. Et donc, en termes de répartition par univers, on observe une légère sous-représentation des entreprises de l'univers technologie médicale. On est à 53% d'entreprises répondantes, alors que 64%, on était à 64% sur le listing initial, et ce qui était compensé par une surreprésentation des entreprises de l'univers chimie fine pharmaceutique. Et par rapport au département, on a eu une belle mobilisation des entreprises de Côte d'Or et du coup une légère sous-représentation des entreprises du Doubs. Sur la typologie des répondants, en grande majorité, ça a été voilà, des personnes de ressources humaines, des directeurs, des responsables ou des assistants à 43%, et on a aussi eu les points de vue de présidents et dirigeants à 41%. Et si on fait du coup la répartition par chiffre d'affaires, 55% des entreprises qui ont répondu ont un chiffre d'affaires qui est dédié exclusivement à la santé. On peut dire aussi que 45% du coup ont d'autres activités, donc ça montre bien aussi un peu la diversité de la filière. Et la majorité des entreprises interrogées ont un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros. Sur cette slide, on a fait une distinction entre les entreprises et les startups, parce que dans cet état des lieux, et notamment sur la partie quantitative, on a adapté un format d'enquête pour les startups ayant moins de 5 ans, afin d'aborder notamment avec eux les questions liées aux compétences émergentes. Donc voilà, on différencie ici entreprises et startups, ce qui n'est pas le cas sur la slide suivante, où là on est sur la taille des effectifs, où on a voilà, la majorité, mais comme le tissu en tout cas
est constitué voilà, de majorité de PME. Là aussi, on a une majorité de PME qui ont répondu à cette enquête-là. Une forte aussi concentration de TPE, pardon, toutes petites entreprises. Et du coup, les entreprises de taille intermédiaire ont été 15% à répondre. Donc voilà, c'est toute cette répartition de réponses et la typologie des répondants. C'est important de faire un point dessus parce que c'est ce qui peut aussi expliquer les résultats présentés dans cet état des lieux. Et enfin, pour finir sur la partie contexte, les répondants. Donc, 54 entreprises ont été ciblées et contactées par les partenaires. Donc, ils ont été ciblés, voilà, c'est des entreprises emblématiques qui ont été ciblées avec une vigilance à bien respecter la représentativité en termes de taille d'entreprise, de territoire ou d'univers. Et en termes de réponse, on observe une légère surreprésentation des entreprises de chimie fine pharmaceutique et des entreprises de services et innovation en sciences de la vie et une légère sous-représentation d'entreprises de l'univers technologie médicale. Voilà, sur la partie un petit peu présentation de la méthodologie et des réponses, on passe maintenant à la partie analyse des résultats. Et donc, le premier constat qui a été fait et qui est ressorti, c'est que l'industrie de santé est une filière en pleine expansion. Plusieurs choses qui permettent d'expliquer cela. Comme d'autres industries, il y a une réelle tendance à la réindustrialisation. Alors, il y a eu l'opportunité France 2030 qui a permis à de nombreuses industries du territoire, de santé du territoire, d'investir massivement à la fois dans la recherche et développement, mais aussi qui leur a permis d'agrandir ou de mettre à jour leurs locaux. Le contexte post-Covid a joué un rôle aussi. Il a mis en évidence l'importance de la chaîne d'approvisionnement et du besoin d'avoir une capacité de production nationale pour répondre aux urgences sanitaires. Donc, ça a contribué voilà, à avoir vraiment une croissance dans la demande des produits. On retrouve des entreprises qui sont leaders sur leur marché, des dispositifs médicaux vraiment à la pointe. Voilà, on pense à Sophisa, des Pixie Medical ou encore Proteor qui sont vraiment leaders, qui sont parmi les leaders mondiaux de leur marché. Des innovations majeures en santé en région. Voilà, par exemple, Urgo avec le projet Genesis, pardon, ou encore Project avec le Zeneo, l'auto-injecteur sans aiguille. Et du côté de la production de médicaments, il y a un savoir-faire qui est mondialement reconnu également. Un autre fait, c'est que les entreprises sont présentes à l'international. Les entreprises réalisent une part importante de leur chiffre d'affaires à l'export. Et certaines développent même des filiales sur d'autres pays et d'autres continents, ce qui favorise justement un petit peu le rayonnement régional sur ce sujet. Et il y a un défi malgré tout de taille, c'est la concurrence de nouveaux marchés émergents qui est pris en compte en tout cas dans les entreprises. Et puis enfin, dernière statistique, on a demandé aux entreprises voilà, de se projeter sur les 5 ans et savoir si leur effectif allait être plutôt à la hausse, plutôt à la baisse ou plutôt stable. Et on voit que du coup, des effectifs sont à la hausse pour les entreprises. Très nettement, on a fait une distinction par univers, voilà, 92% pour l'univers 1, 83% pour l'univers 2 et 64% pour l'univers 3. Donc, signe malgré tout en tout cas de projets qui sont plutôt positifs pour tout ça. Mais il y a un mais. Il y a un mais, c'est que la filière et le territoire souffrent malgré tout d'un manque d'attractivité qui peut être un frein pour la compétitivité et le développement des entreprises et un frein notamment pour attirer de nouveaux talents. Alors, on le sait, on a un territoire qui est majoritairement rural et qui, du coup, peut poser des soucis parfois en termes de mobilité. Il y a la concurrence de pôles économiques forts, Paris, Lyon, la Suisse, qui peuvent attirer davantage. Et il y a un contexte démographique qui est défavorable. Hein. Selon l'INSEE, le taux de naissance est au plus bas depuis 2015 et le solde migratoire est négatif. Donc ça, c'est des éléments pour le coup assez probants. Un déficit en structure d'accompagnement, c'était un rapport du LEM qui indiquait voilà, que la région Bourgogne-Franche-Comté ne bénéficiait pas forcément d'un positionnement reconnu sur le secteur de la santé et qu'elle était notamment faiblement dotée en structure d'accompagnement ou en dispositifs régionaux. Donc voilà. Et c'est un territoire qui est mal connu, malgré des atouts indéniables, notamment en termes de qualité de vie ou tout autre atout.
Donc, face à ça, des entreprises prennent des initiatives, que ce soit du côté bourguignon, du côté franc-comtois. Il y a un vrai travail en réseau entre ces entreprises-là pour mettre en place des initiatives communes, justement sur des sujets RH, sur des sujets de formation, sur des sujets d'orientation. Donc, c'est un vrai levier. Certaines entreprises ont renforcé le télétravail avec des postes parfois entièrement télétravaillables, qui leur a permis en tout cas de lever ce problème de mobilité et d'attractivité lorsque c'était possible. Et puis, j'ai l'exemple là, dans l'entreprise Delpharm, qui avait expérimenté un kit d'accueil il y a quelques années avec une structure partenaire, notamment voilà, pour porter assistance à la famille du nouveau collaborateur dans son installation, une aide au logement, une aide à l'emploi du ou de la conjointe et pour la garde d'enfants. Donc voilà, pour un petit peu une partie contextuelle de l'industrie de santé. Dans un deuxième temps, on a été interrogé justement l'impact des différentes mutations sur les activités. L'industrie de santé, on le sait, elle est en constante évolution et justement, elle est façonnée par ces mutations, ces évolutions qui sont à la fois des défis et aussi des opportunités pour se développer davantage. Donc voilà, on a été interrogé justement l'aspect réglementaire, les évolutions technologiques, environnementales ou sociales, pour voir justement quel impact elle pouvait avoir ici. Du côté de la réglementation, et notamment là pour les entreprises de l'univers des technologies médicales et des dispositifs médicaux, c'est très régulièrement revenu la mise en œuvre d'une nouvelle réglementation européenne du dispositif médical qui a nettement bouleversé leur organisation. Parce que du coup, elle a un impact sur les activités de l'entreprise de plusieurs manières. À la fois, ces normes réglementaires, voilà, elles peuvent augmenter les coûts de production et de développement, donc ce qui peut limiter la compétitivité des entreprises. Elles peuvent ralentir parfois les processus de mise sur le marché des produits et des services, donc ce qui va réduire très clairement les opportunités de croissance. Pardon. Hop. Et enfin, en matière d'innovation, les entreprises freinent leurs projets, en tout cas face à la priorité de mettre certains produits en conformité. C'est un impact sur les compétences des entreprises. Voilà, dans l'analyse, on pourrait avoir un peu plus voilà, de matière là-dessus, mais très, très brièvement, voilà, en production, avec des dossiers de l'eau qui sont amenés à évoluer et avec du coup qui vont demander de nouvelles compétences aux salariés sur ces postes-là. En recherche et développement, des nouveautés dans les choix de matériaux ou dans les choix de conception qui sont imposés par ces normes. Et enfin, en qualité réglementaire, bon, pour le coup, voilà, c'est vraiment une veille constante pour adapter les produits aux normes en vigueur et les mettre en conformité. On retrouve ensuite la transformation technologique dans les industries de santé. Pour 61% d'entre elles, ça a et ça va avoir des répercussions profondes et durables. Donc, dans de nombreuses entreprises, l'automatisation commence à se développer parce qu'il y a une demande croissante des clients et donc il y a de nombreux investissements qui ont été réalisés. En termes d'impact, voilà, sur la recherche et développement, ça va avoir un impact sur différents métiers d'ingénieurs biomédicaux, chercheurs en robotique, les data scientists ou data analysts. En production, ça va avoir un vrai impact également, ou ça a déjà un vrai impact, avec des postes, ou les postes en tout cas avec des compétences à faible valeur ajoutée qui vont être requalifiés, avec des salariés qui devront être en capacité de piloter des lignes. Et un poste d'opérateur en tout cas qui va vraiment évoluer avec cette évolution-là. Et ensuite, on retrouve la révolution biotechnologique qui permet voilà, d'avoir des approches personnalisées, innovantes pour traiter des maladies qui sont jusque-là incurables ou qui permettent de développer un vaccin plus rapidement. Donc qui induisent du coup une maîtrise nécessaire des techniques de biologie moléculaire et de la réglementation associée. Pour les postes en production, ça demande une nouvelle gestion de la chaîne d'approvisionnement, différente en tout cas, et la compréhension de procédés biotechnologiques et pour certains en tout cas une expertise spécifique sur la gestion des risques et les outils de conformité qui évoluent également avec la biotechnologie.
Je vous ai mis à chaque fois, voilà, vous retrouvez dans les petites bulles bleues, c'est des verbatim qui ont été mis. Alors, je ne vous les lis pas tous, vous pouvez les lire en même temps que je vous parle et vous les retrouverez de toute façon dans la note d'analyse. En parlant de technologie, justement, on retrouve aussi du coup l'influence de l'intelligence artificielle qui contribue à ces répercussions-là. Elle se développe, en tout cas, elle tend à s'amplifier dans les années à venir et sur différents postes. En production, elle va impacter la chaîne de production et permettre de détecter des anomalies plus rapidement que les méthodes traditionnelles. Elle va permettre d'optimiser la gestion des stocks. Sur les métiers de la R&D, elle va du coup, pour les entreprises qui ont des projets d'automatisation, des projets de recherche, ça va leur permettre d'accélérer des processus tout en réduisant certains coûts. Et ça va également, voilà, dans ce second cas, l'IA, l'intelligence artificielle, notamment via la data, va permettre d'accélérer les phases de recherche et d'optimiser les essais cliniques et l'analyse de données biomédicales. Par rapport à ça, les entreprises sont vraiment à la recherche de profils qui ont cette double compétence, intelligence artificielle technique, intelligence artificielle science, pour pouvoir mener à bien l'ensemble de ces projets. La transition environnementale, inéluctable. 41% des entreprises considèrent qu'elle aura un impact significatif sur leurs activités. Il y avait une autre statistique dans l'étude, c'est que 60%, enfin, pour 60% d'entreprises, la crise de l'énergie a eu un réel impact sur leur activité, plutôt sur à court terme. Et voilà, du coup, à plus long terme, en tout cas, elles considèrent qu'à 41%, ça l'aura. Donc, quelques exemples, la prise en compte de l'empreinte carbone, la gestion des déchets et des consommables, l'analyse du cycle de vie des produits, mais également l'évolution des préoccupations clients qui sont de plus attentifs, en tout cas, à avoir des entreprises engagées de manière environnementale. Donc, des initiatives qui ont déjà été prises avec des démarches de bilan carbone, la mise en place de systèmes de gestion de déchets, des réflexions collectives dans les entreprises, incluant les salariés, pour sensibiliser davantage. Et pour certaines entreprises, la modification de leur politique d'achat dans le choix de leurs prestataires. Et enfin, du coup, dernière mutation qu'on a été interrogé, c'est les mutations sociales qui redéfinissent clairement les priorités. Donc là, près d'une entreprise sur deux considère qu'elles auront un impact significatif sur leurs activités et qu'elles vont modifier leurs organisations de travail. On parle ici, en tout cas, de l'évolution du sens donné au travail par les collaborateurs, de l'évolution des pratiques managériales qui tend à aller dans ce sens-là, la prise en compte du bien-être et la généralisation du télétravail. Donc, les enjeux de la qualité de vie au travail, ils évoluent avec les tendances de la société et du marché du travail. Si on prend par exemple la montée du télétravail, toutes les entreprises n'y sont pas particulièrement favorables parce que leurs activités ne s'y prêtent pas forcément. Pour autant, de nombreux reconnaissent que la nécessité de mettre en place le télétravail pour favoriser le bien-être de leurs salariés et puis pour rester attractif auprès des candidats, notamment dans un contexte de tension sur le marché du travail. C'est une adaptation qui est nécessaire pour renforcer leur attractivité et faire évoluer leurs talents. Donc, on a d'autres actions qui ont été mises en place, donc des accords télétravail. On parlait tout à l'heure de postes parfois à temps complet, des flexibilités horaires, les développements d'espaces et de temps conviviaux, et puis la revue de la politique de rémunération également. Et ensuite, du coup, donc, on a l'idée, c'est d'aller voir les entreprises, d'échanger avec elles sur leurs besoins en compétences et comment ils s'inscrivent dans leurs enjeux de développement. Donc, autre statistique, le contexte de croissance favorable des entreprises, en tout cas, se traduit par un recrutement en hausse pour des entreprises, quelle que soit leur taille et sur quasiment tous les métiers. Et là, on retrouve voilà, les projets de recrutement par taille d'entreprise. On voit que les entreprises de taille intermédiaire, donc de plus de 250 salariés, prévoient de recruter plus de 50 personnes sur les 3 prochaines années. Les PME, voilà, pour les plus petites, prévoient de recruter 1 à 10 personnes et pour les plus importantes, de 11 à 20 personnes. Et les TPE prévoient de recruter 11 à 20 personnes. Donc, ça fait de nombreux postes à pourvoir dans les prochaines années. Sachant qu'en tout cas, il y en a sûrement d'autres qui vont avoir des besoins. Et c'est un vrai sujet, le recrutement. On est très rapidement, en tout cas, arrivé dessus lors des entretiens d'approfondissement ou même voilà, sur les questions ouvertes dans l'enquête quantitative parce que c'est une vraie difficulté actuelle, c'est que les entreprises
peinent à recruter. Certains postes stratégiques dans les entreprises et nécessaires rencontrent une réelle tension et du coup mettent en difficulté l'ensemble de l'entreprise. En R&D, c'est les postes de techniciens, justement en recherche et développement, de chef de projet, les postes en transposition industrielle, plutôt ingénieur, et le pharmacien, évidemment. En production, le poste de conduite de ligne, qui est déjà celui, en tout cas, qui concentre le plus d'emplois, il est en tension, mais il y a une vraie difficulté à recruter. Et ensuite, on trouve des postes de régleur, technicien de maintenance ou même d'ingénieur de production. Et enfin, du coup, en qualité réglementaire, des difficultés, en tout cas une tension sur des postes de contrôleur qualité, assurance qualité ou ingénieur réglementaire, notamment avec les évolutions réglementaires dont on a parlé juste avant. Donc, face à ces difficultés, les entreprises ont mis en avant différents facteurs qui peuvent l'expliquer. Le premier, c'est la concurrence sur le territoire entre des entreprises qui ont les mêmes besoins en compétences, notamment en production ou en qualité. Le rapport candidat-entreprise s'est inversé avec des candidats qui n'hésitent pas à faire jouer la concurrence ou à partir chez la concurrence. C'est le cas notamment sur des postes de conducteur de ligne, de technicien régleur, technicien qualité ou encore technicien de maintenance. Deuxième facteur, c'est la pénurie de profils, avec notamment un taux de chômage en région qui est plus faible que la moyenne nationale et sur certains départements qui est encore même bien en dessous. Donc la pénurie de profils se fait sentir et les entreprises se retrouvent avec des postes à pourvoir et très peu de candidats à rencontrer et donc à recruter par la suite. Donc elles sont amenées à diversifier leurs canaux de sourcing. Elles ont recours à l'intérim, au cabinet de recrutement, même sur des postes et des catégories socioprofessionnelles qui historiquement, en tout cas, n'étaient pas concernées. Alors, les entreprises qui font appel à des cabinets pour des postes de techniciens, alors qu'avant, elles les mobilisaient seulement sur des postes de cadre. Donc, on retrouve ensuite les problèmes de mobilité, un manque de motivation, des fois, qui est pointé pour certains candidats. Et puis, un autre frein également, c'est les conditions de travail qui sont parfois incompatibles avec les aspirations personnelles des candidats, notamment sur des postes en production ou en qualité, où on va demander aux personnes de travailler en 2-8 ou en 3-8 ou de nuit. Et donc, on trouve moins de candidats forcément, du coup, volontaires par rapport à ça. Et puis, forcément, dans un contexte de tension sur le marché du travail et de concurrence entre les entreprises, les exigences salariales des candidats ont augmenté et les entreprises doivent s'adapter pour attirer des candidats ou en tout cas pour fidéliser leurs collaborateurs face à la concurrence. Donc, voilà, par rapport à ces causes-là. Et donc, il y a des initiatives qui sont forcément mises en place. La première, c'est le renforcement du lien avec les écoles et les organismes de formation. 66% des entreprises interrogées déclarent tisser des liens, en tout cas avec les écoles et organismes du territoire, soit pour promouvoir leur métier et se faire connaître, soit pour du sourcing de candidats ou de stagiaires ou d'alternants. Deuxième initiative, c'est l'évolution des processus de recrutement avec une forte importance donnée aux compétences comportementales plutôt qu'aux compétences techniques. Sur certains postes, il y a des entreprises qui ont construit des référentiels de compétences basés uniquement sur les compétences comportementales. Ensuite, on retrouve le développement des politiques de stage et d'alternance, notamment sur la politique d'alternance. 87% des entreprises déclarent accueillir des alternants et 95% des entreprises déclarent accueillir des stagiaires. Et pour elles, c'est un vrai vivier. C'est une vraie façon, en tout cas, de former sur mesure des candidats et de pouvoir les fidéliser par la suite. Et enfin, prise en compte et développement de la marque employeur pour se faire connaître, se différencier, mettre en avant les valeurs des entreprises. Donc, il y a un travail qui est engagé là-dessus par les boîtes. Et enfin, du coup, on a fait le parallèle avec l'offre de formation. Le ressenti sur l'offre régionale, il est plutôt mitigé. Le Hub Emploi et compétences des industries de santé a réalisé une cartographie de l'offre de formation régionale avec plus de 300 actions de formation recensées sur le territoire qui vont du CAP au Bac+7 sur l'ensemble des familles métiers dont on discute. Et pour autant, seulement 38% des entreprises estiment que l'offre est suffisante pour subvenir à leurs besoins. Alors, on n'a pas pour le coup de statistiques sur est-ce qu'elles ont connaissance de l'ensemble de l'offre et des programmes de formation.
Mais en tout cas, voilà, elles sont seulement 38% à déclarer que l'offre est suffisante qualitativement et quantitativement. Si on regarde par univers, ça varie légèrement. Pour l'univers des industries pharma, on est à 46% des entreprises qui estiment qu'elle est suffisante. Pour les entreprises de technologie médicale, on redescend à 35% de satisfaction. Et sur les entreprises de l'univers des sciences et innovation, de services et sciences en innovation de la vie, on retombe à 27%. Ce qui ressort, c'est parfois une faiblesse dans les compétences clés, que ce soit des savoirs de base ou sur les les premières techniques de laboratoire, les bonnes pratiques de fabrication, les nouvelles technologies. Une faiblesse là-dessus sur ces enjeux-là. Une adéquation parfois insuffisante entre les formations délivrées et le niveau les formations livrées et donc le niveau des candidats et les prérequis des organisations. Sur des formations qui marchent bien, des fois, ce qui est regretté, c'est que les effectifs sont trop réduits et permettent pas, pardon, excusez-moi, de remplir tous leurs besoins. Et enfin, voilà, ce qu'on avait observé également sur cette cartographie, c'est qu'il y a une forte concentration des actions sur Dijon et Besançon, en tout cas sur la Côte d'Or et le Doubs, et que certaines entreprises plus excentrées de ces territoires, en tout cas, regrettent ce maillage territorial pas toujours équilibré. Hop. Voilà. Ensuite, donc il y a eu, voilà, on a demandé aux entreprises quel type de formation elles souhaiteraient retrouver ou en tout cas avoir davantage. Donc c'est une liste, mais il y en a beaucoup d'autres, mais j'ai principalement ressorti les principales, à savoir les savoirs de base sur l'industrie de santé ou sur les techniques industrielles dédiées à la santé, sur les techniques de laboratoire, affaires réglementaires, on en a parlé tout à l'heure, avec d'énormes besoins sur ces sujets-là et pas suffisamment de candidats formés pour subvenir aux besoins. On retrouve tout ce qui est lié ensuite aux nouvelles technologies comme la biotechnologie, même s'il y a des parcours qui se mettent en place. En tout cas, aujourd'hui, pour les entreprises, c'est vraiment à développer là-dessus. Et puis ensuite, des cursus permettant aux candidats d'avoir une double compétence à la fois technique, data, intelligence artificielle et avoir du coup leurs connaissances scientifiques permettant la prise de poste. Donc, face à ça, les entreprises mettent en place des initiatives, renforcent la formation interne avec dans les parcours d'intégration, vraiment du coup une montée en compétences des nouveaux collaborateurs, la mise en place de certificats de qualification professionnelle sur mesure et vraiment adaptés aux besoins et aux activités spécifiques des entreprises, et puis le développement d'organismes de formation interne et d'académies internes pour former justement et maintenir à niveau les collaborateurs. Et dans le même temps, voilà, à noter que la région et certains acteurs régionaux travaillent sur la préfiguration d'un campus des métiers et des qualifications d'excellence en santé, qui va pouvoir justement permettre de faire ce lien entre le monde économique et le monde de la formation et d'adapter justement les programmes. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais à vous dire. J'ai 3 éléments de synthèse, en tout cas, c'est les trois axes de travail qui en ressortent. Et où du coup, on a fait le parallèle avec l'étude qui avait été menée en 2017 pour voir un petit peu et avoir un point de comparaison. Donc en 2017, le rapport pointait un déficit d'attractivité du territoire et de la filière qui pouvait être préjudiciable pour la compétitivité des entreprises. Donc il y a eu plusieurs actions menées. Il y avait une vidéo promotionnelle des entreprises de santé en Bourgogne, le développement de l'écosystème santé en région et notamment, on a parlé tout à l'heure, la création du hub emploi et compétences des industries de santé. Aujourd'hui, c'est toujours un sujet, l'attractivité, malgré les actions menées, on en revient toujours à ce sujet-là. Donc, à voir comment les actions peuvent être renforcées. Voilà, l'évolution des attentes, des besoins des salariés et le sens qu'ils donnent au travail et le besoin qu'ils ont d'avoir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle peuvent être une opportunité. À la fois voilà, pour une filière, la filière de l'industrie de santé qui est porteuse de métiers d'avenir avec voilà, des activités qui ont du sens et un impact réel, mais aussi pour un territoire qui se développe et qui a de nombreux atouts. La question ici, c'est voilà, comment pourrions-nous renforcer davantage l'attractivité du territoire et de la filière, compte tenu des actions déjà entreprises, aller plus loin sur ce sujet. Le deuxième sujet, c'est l'emploi et le recrutement.
En 2017, la question du recrutement représentait déjà un défi, même si le marché du travail n'était pas tout à fait le même. Là, on est encore en plus forte tension. À l'époque, c'était notamment vrai pour les petites entreprises qui avaient peu de ressources dédiées. Donc voilà, il y a eu la création du site internet du Hub Emploi et Compétences des industries de santé qui permet de mutualiser en tout cas des offres d'entreprise, mais également pour des candidats de déposer des CV. Donc il y a vraiment une sorte de job board en tout cas pour les candidats. Puis la mise en place d'une commission RH pour échanger sur les sujets liés au recrutement. En 2017, l'étude GPECT, à l'époque, elle avait été conduite conjointement avec une étude GPECT sur l'industrie agroalimentaire. Il y avait de nombreuses compétences communes qui avaient pu être identifiées à l'époque, pouvant notamment imaginer des parcours et des évolutions de parcours interindustriels. Aujourd'hui, on voit que il y a encore des difficultés de recrutement et que c'est un des facteurs qui peut mettre en péril la compétitivité des entreprises. Donc voilà, ça peut être intéressant en tout cas de voir la transversalité avec d'autres industries et voir quelles opportunités elle peut offrir, cette transversalité, pour partager des compétences et des perspectives. Et puis voilà, après, on se dit aussi que les entreprises vont devoir faire évoluer leurs prérequis et processus de recrutement pour s'ouvrir à d'autres candidats potentiels. La question ici, c'est face à la pénurie de profils et la concurrence accrue, comment on ajuste les processus de recrutement et comment on exploite cette collaboration interindustrielle. Et enfin, dernier point, c'est du coup l'axe formation. Donc, en 2017, il y avait déjà une forte tendance à privilégier la formation interne pour faire monter en compétence les collaborateurs, parce que les compétences sont spécifiques et les activités sont diversifiées. Les formations sont parfois généralistes et n'ont pas cette spécialité santé qui est demandée par les entreprises. Et puis, il y a une méconnaissance parfois de l'offre régionale. Entre-temps, il y a eu la loi Avenir professionnel en 2018, qui a encore plus renforcé ça, parce elle a créé un environnement propice pour les entreprises pour développer des formations en interne. Et donc voilà, comme je disais tout à l'heure, le Hub a cartographié l'offre de formation et proposé des pistes d'action. Ça pourrait, voilà, comme intégrer des compétences santé à des parcours de formation existants. Il y a eu un projet qui a été mené notamment par le Hub Emploi et compétences industries de santé, qui s'appelle le parcours maintenance des industries de santé, qui avait permis de colorer une formation de technicien de maintenance avec un vernis santé de 60 heures. Et ce module qui avait été construit par les entreprises du territoire vraiment en fonction de leurs besoins, du sur-mesure. Une autre action qui avait été faite, une autre préconisation, pardon, qui avait été faite en 2017, c'était de pouvoir imaginer un plan de formation continu commun aux entreprises de santé sur des sujets en tout cas qu'elles peuvent avoir en commun. On a vu qu'il y en avait certains. Et puis enfin, accompagner et développer la co-construction de formation par les organismes de formation et les entreprises. Voilà, c'est un vrai enjeu, c'est voilà, comment assurer l'alignement des formations avec les compétences nécessaires et garantir ainsi l'accompagnement des collaborateurs face aux défis technologiques et réglementaires. Voilà, ces 3 questions que je vous pose, on vous expliquera après voilà, comment elles pourront être traitées. Mais avant ça, du coup, je vous propose un petit temps d'échange. Il y a peut-être des questions qui ont été posées. Je n'ai pas du tout accès au chat. Oui, merci Mario. Il y a quelques questions qui ont été posées, puis n'hésitez pas après à intervenir. Donc la première des questions était de savoir si les RH avaient des difficultés du fait de la proximité de la Suisse pour recruter. Est-ce qu'il y a vraiment une migration des talents vers la Suisse? Est-ce que tu as eu ce retour-là auprès de tes entreprises que tu as Oui, rencontrées? majoritairement pour les entreprises, oui, les candidats partent en Suisse pour des questions salariales, beaucoup. Donc, ouais. Et pour certaines autres, alors c'est vraiment plutôt une faible partie, mais certaines autres ont mis en avant le fait que ça pouvait être aussi un avantage d'être proche d'un pôle comme celui-ci. Mais la grande majorité, en tout cas, pour elles, c'est un déficit. Oui, et puis du coup, je confirme aussi au niveau des pharmaciens, hein, parce que même nous, au niveau de la partie Bourgogne, on se dit, bon, on est un peu plus loin que la Franche-Comté, donc un peu plus loin que la Suisse, mais on a cette mobilité des pharmaciens qui vont plutôt en Suisse. Donc voilà, ça c'était pour la première question. La deuxième question, c'était comment développer une vraie marque de territoire de santé pour que la Bourgogne-Franche-Comté soit identifiée rapidement. C'est une très bonne question. Et je pense que c'est vraiment un des sujets clés qui correspond à un des axes de travail qui est sur l'attractivité, de dire comment on va travailler en région
pour vraiment identifier la filière santé comme un axe fort et qu'on soit reconnu au niveau national comme une filière à part entière en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, je n'ai pas la réponse, je suis désolée. Si quelqu'un a la réponse, je veux bien la prendre, mais c'est un des enjeux, c'est de pouvoir répondre à cette question de comment, aujourd'hui, quand on parle de Bourgogne-Franche-Comté, on parle d'agroalimentaire, on parle de microtechnique, mais on ne parle pas spécifiquement de filière santé, et c'est un de nos enjeux. Donc, voilà. Donc, j'espère, je ne sais pas, si vous voulez commenter, hein, n'hésitez pas. Et alors, la dernière question dans le chat, après je vous donnerai la parole, c'était combien d'emplois manque-t-il dans le secteur de la santé en Bourgogne-Franche-Comté? Alors, Mario, je ne sais pas si on n'a pas un chiffre précis, mais on a peut-être un ordre de grandeur. Ouais, c'est cette tendance et les chiffres qui sont ressortis sur l'infographie que vous pourrez trouver sur le support. Alors, on est sur une prévision à 3 ans. On n'est pas sur aujourd'hui les entreprises combien ont-elles d'emplois à pourvoir à ce jour. On était plus sur une notion de prospective de dire à 3 ans combien on va retrouver d'emplois. Et donc voilà, on est plus sur une tendance de recrutement qu'un chiffre vraiment précis à avoir. Mais si je peux compléter, je pense qu'on est plus sur une tendance de 1000-1500 personnes sur les 3 prochaines années, du fait que entre les répondants, parce qu'on a répondu seulement sur 50 entreprises, et sur les 50, la plupart recrutent entre 10 et 50 salariés, donc on peut partir sur cette tendance-là, sachant que ce n'est qu'une prévision, parce qu'on n'a pas eu la réponse de toutes les entreprises et qu'il y a encore des projets à ce niveau-là. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? N'hésitez pas à prendre la parole. Alors, si vous n'avez pas de questions, si, une question? Pardon, oui, bonjour, Monique Clément. Sur la présence à l'international, il n'y a pas de chiffre qui a été évoqué. Je crois que vous disiez, Mario Orva, qu'il y avait une majorité d'entreprises qui avaient une présence à l'international, mais vous auriez des chiffres? Sur le nombre d'entreprises présentes à l'international ou sur le chiffre d'affaires qui est réalisé à l'international? L'un et l'autre peuvent nous intéresser. Alors, je pourrais, pour celles qui ont répondu, en tout cas, je pourrais pas m'avancer sur l'ensemble de la filière, parce qu'encore une fois, on a un échantillon de filière, mais pour les entreprises interrogées, oui, on a certains chiffres, à la fois du chiffre d'affaires, mais également de celles qui sont présentes à l'international. Alors, par contre, je ne l'ai pas là en tête, pardon. D'accord, ok. Effectivement, ouais, je pourrais, non, parce que voilà, après, là, on était plutôt sur les tendances et je n'avais pas forcément tout catégorisé ce chiffre-là, mais c'est un chiffre que je pourrais avoir. Monique, Christelle, chez Buzz, je ferai le lien là-dessus. Je reviendrai vers vous. Ok, merci. Ça peut m'intéresser aussi, Christelle, du coup, Amandine. J'ai bien conscience de vous donner ça à tous, les journalistes en tout cas. C'est Carole Pierre Icta. Moi, j'ai une petite question. Il n'y a eu que 20% de répondants. Vous trouvez ça satisfaisant? Je ne sais pas, moi, je trouve quand même que ça fait peu, non? Pour avoir vraiment une cartographie et une représentation significative de ces industries de santé en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, sur les études, généralement, on a rarement un pourcentage de réponses qui est plus élevé. On aurait aimé aussi, bien sûr, avoir beaucoup plus, mais on se satisfait malgré tout de ce taux et de la représentativité, sachant que derrière, on a couplé avec des entretiens d'approfondissement. Donc là où sur certains détails, on n'est pas toujours sur ce double recueil d'informations. Là, le fait d'avoir 20% sur la partie quantitative, mais également d'avoir une vingtaine d'entretiens d'approfondissement, ça permet malgré tout d'avoir... moi, je trouve ça plutôt satisfaisant. D'accord. Ouais. Mais on aurait aimé avoir les entretiens d'approfondissement, je suppose que c'était essentiellement avec ceux qui ont répondu à la première partie. Oui, il n'y en a qu'une ou deux entreprises qui n'avaient pas répondu. Ok. Mais on a privilégié aux entreprises ayant répondu. Merci. Après, c'est vrai que ça permet de donner quand même des tendances sur quelles sont les démarches. Alors après, on a des entreprises qui n'ont pas forcément des recrutements à l'instant T, au moment où on les a contactés, mais qui ont des prévisions par la suite. Donc, ça permettait quand même de voir la tendance au niveau des métiers en tension, des métiers en avenir, et là où il va falloir que
les organismes de formation se positionnent pour pouvoir répondre aux enjeux de demain. Donc, Non, non, mais j'entends bien. C'était juste, voilà, dans quelle mesure peut-on extrapoler les besoins identifiés par ces entreprises à l'ensemble des industries de santé du territoire. Bonjour, Mathilde Bas. Moi, j'aurais une petite question. Donc, je suis pharmacien et j'ai travaillé quelques années dans l'industrie et je suis aujourd'hui enseignant-chercheur en pharmacie à l'UFR Sciences de Santé de Dijon. Ma question, c'était que vous avez parlé du besoin de formation hein, pour coller aux besoins des industries de santé du territoire. Et nous, on a justement des projets de formation à l'université, notamment un master qui répondrait finalement à deux besoins importants que vous avez cités, qui sont la bioproduction et les affaires réglementaires, puisque justement, ce serait un master intitulé Bioproduction et affaires réglementaires des médicaments biologiques innovants. Mais en fait, le souci qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que en fait, ça prend beaucoup de temps de mettre en place ce type de formation, puisque c'est des formations voilà, qui doivent répondre à un certain nombre d'agréments pour être validés et pour être mis en place. Et ça prend en fait plusieurs années. Et ma question était de savoir si, bon, si j'ai bien compris, vous êtes là aussi pour nous aider dans une certaine mesure. Donc, comment est-ce que ça pourrait être fait et comment justement le fait de savoir et de pouvoir mesurer ce besoin qui est réel des entreprises sur le territoire, ça ne peut pas nous aider à faciliter et à accélérer la mise en place de ce type de formation? Merci Mathilde pour cette question. Oui, c'était un peu le but de ces trois questions que sont l'attractivité, l'emploi et le recrutement et la formation. L'idée derrière, c'est de voir comment on peut avancer sur ces problématiques avec les acteurs clés du territoire et avancer là-dessus. Et donc, justement, un des groupes de travail qui va devoir se constituer, c'est vraiment sur la formation de comment on peut mieux répondre aux enjeux de demain et aux entreprises en se mettant en relation avec les organismes de formation. Alors, ce que nous, on vous propose, c'est, comme vous savez, on est en train de travailler avec la région sur un campus, dossier de préfiguration du campus des métiers et des qualifications santé. Et l'idée, ce serait que ce campus puisse porter ce genre de sujet et puisse nous aider à justement avancer avec vous pour résoudre ces trois points. Donc, je sais que Vincent et Karine Troget sont normalement sur ce webinaire, donc pourront compléter. Mais c'est vrai que c'est un peu l'objectif, c'est d'organiser peut-être des assises l'année prochaine où on puisse justement avancer, de voir comment on peut mieux structurer et comment on peut accompagner et répondre à ces trois questions et les mettre dans les axes de travail du futur campus des métiers et des qualifications. Oui, parce que je pense vraiment que le besoin, en fait, vous l'avez dit, il est récent, enfin, comment dire, il est actuel. C'est-à-dire que là, c'est un besoin maintenant, entre guillemets, tout de suite et qui va se continuer dans les peut-être 3 à 5 ans à venir. Mais si vous voulez, ce serait dommage de monter une formation qui finalement serait mise en place pas avant 2-3 ans parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement et que les démarches sont très lourdes. Et que finalement, c'est pas qu'on arrivera trop tard par rapport aux besoins, mais quand même un peu. Et ça, ce serait dommage en fait. Et je pense que là, il y a vraiment il y a vraiment des possibilités pour accélérer les choses compte tenu du fait que le besoin est réel et il faut réussir à former très rapidement. Alors, moi, je parle de pharmaciens, mais ce master, il sera aussi ouvert à des ingénieurs ou à des scientifiques qui veulent se spécialiser dans la bioproduction et les affaires réglementaires. Ouais. Merci Mathilde hein, pour ce partage d'informations, parce que du coup, voilà, ça permet d'en savoir un petit peu plus. Et il y a effectivement ouais, cet enjeu-là, alors à la fois d'être réactif face aux évolutions qui sont rapides en tout cas, et qui sont souvent plus rapides que nos process, que nos process. Mais ça soulève aussi du coup la question de comment entreprises, acteurs peuvent mieux connaître aussi justement cet écosystème formation et peut-être justement ces dispositifs et ces contraintes qu'il peut avoir et comment on peut les lever ensemble. On peut avoir une marge de manœuvre en tout cas là-dessus.
Je crois que Vincent voulait prendre la parole, Vincent Ambruster. Oui, non, c'était juste pour dire qu'en effet, j'imagine que c'est toujours délicat pour les entreprises de connaître les formations et le nombre de formations qui existent, parce que déjà, nous, au niveau des formations, on n'est pas en connaissance de tout ce qui existe. Donc, pour les entreprises, ça va être encore plus compliqué. Et il faut savoir que, oui, voilà, il y a des dynamiques sur le territoire, il faudra qu'on arrive justement à se parler pour les orienter toutes dans les mêmes sens, puisque c'est là que le CMQ servira certainement à construire cette trajectoire. Et notamment, quand on parle des aspects réglementaires, par exemple, il y a une dynamique autour d'un AMI CMA qui est national et qui est vraiment sur l'augmentation, alors qui est orienté plutôt dispositif médical que bioproduction. Mais il y a des choses certainement à en tirer pour amener des compléments et puis essayer d'aller vite sur ces besoins. Merci Vincent. Merci Vincent. Ouais. Oui, merci. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que le rythme au sein d'une industrie, l'échelle temps, je dirais, au sein des industries, notamment des industries de santé, est très différent que celui qu'on peut retrouver dans les institutions. Voilà, pour avoir travaillé dans les deux, je pense que c'est indéniable comme constat. Et c'est là qu'il faut réussir à travailler pour que justement les institutions puissent répondre en termes de formation aux besoins des industriels, malgré cette différence oui, de rythme, de dynamique en fait, et d'échelle temps qui existe aujourd'hui. Complètement, oui. Oui, et pour compléter aussi ce qu'a dit Mathilde, à côté de la formation, là, qui est la formation primaire des étudiants, il y a aussi tout ce qui est formation continue, où on peut aussi vous aider avec des formations plus courtes et qui peuvent aussi apporter sur un besoin précis, ce qu'on fait actuellement d'ailleurs quand on a besoin, on a un appel d'un de nos correspondants pour une thématique donnée, quoi. Mais qu'on fait un peu de façon personnelle, alors qu'il faudrait peut-être mieux le faire avec l'UMDPCS, ouais. D'autres questions? Merci beaucoup pour votre attention et pour ces échanges de fin. Les prochaines étapes, donc on vous enverra très rapidement, je ne m'engage pas, mais très très rapidement, on vous enverra en tout cas un petit questionnaire suite à ce webinaire-là, et notamment voilà, sur votre souhait de vous engager sur des discussions par la suite sur un des axes de travail. Et donc, on a pour le projet de mettre en place, comme Sylvie a commencé à en parler, des assises qui pourront permettre en tout cas d'échanger ensemble, entreprises, organismes de formation, institutionnels, financeurs, sur des opportunités d'action pour justement pour lever ces freins-là et poursuivre le développement de la filière. Et du coup permettre d'alimenter le futur CMQ, parce que je ne désespère pas que nous aurons ce CMQ en 2024. Il faudra nous aider parce que c'est quand même très important, à la fois pour la visibilité et à la fois pour accompagner les entreprises, les organismes de formation dans nos démarches. Donc voilà. Donc, je vous remercie tous. N'hésitez pas à répondre au questionnaire, à vous positionner si vous voulez déjà travailler sur un des 3 axes pour qu'après, on puisse vous mettre dans la boucle et qu'on puisse échanger avec vous, sachant que l'objectif, c'est de voir un peu quels sont les sujets, comment on peut les aborder et comment on peut les traduire en fiches actions pour les faire travailler au sein du campus des métiers. Donc, ouais. Ces temps de travail, en tout cas, l'objectif, c'est de le mettre en place très rapidement sur le premier trimestre 2024 pour profiter justement de cette dynamique qui est enclenchée et pouvoir rapidement, en tout cas, mettre en place des actions. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Dans le support, vous retrouverez de toute façon nos coordonnées. Donc, c'est pareil, s'il y a besoin de poursuivre les échanges ou s'il y a des questions qui n'ont pas pu être posées là, n'hésitez pas à nous solliciter par la suite. Et nous vous souhaitons des bonnes fêtes de fin d'année parce que ça va arriver très vite. Et rendez-vous à l'année prochaine en 2024. Merci. Merci. Bonne soirée, bonne fête. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée, au revoir.